Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Examen du rapport sur la politique monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux ont eu lieu ce matin. C'était sous la houlette du comité politique qui entend aussi réévaluer les perspectives pour 2012. Le 8 mars, journée internationale de la femme, c'est demain jeudi. Et pour annoncer la couleur, ce soir, la rédaction vous propose un dossier sur la gente féminine, portrait, reportage, découverte, tout y est. Et puis aux États-Unis, le républicain Mitt Romney remporte de justesse les primaires du Super Tuesday. Sur les 10 États mis en jeu, il en a gagné 6. Les détails dans un instant. Nous parlons d'abord du rapport sur la politique monétaire de l'UEMOA. Il a été examiné ce mercredi par le comité politique monétaire. Ce document, on se le rappelle, passe en revue l'évolution récente de la situation macroéconomique des États de l'Union. Les perspectives pour 2012 devraient être redéfinies à l'issue de la rencontre. Le compte-rendu de l'ouverture de la session, c'est avec Aramdao. La crise des dettes persiste. Les institutions mondiales prennent leurs responsabilités. Le FMI a déjà revu à la baisse les perspectives de croissance mondiale pour 2012. Elles sont désormais attendues à 3,3% au lieu de 4%. Au stade régional, la révision touche également l'UMOA. Le taux de progression du PIB réel qui était prévu à 6,4% serait désormais autour de 6,1%. En effet, les pays de l'Union ont enregistré de mauvais résultats au cours de la campagne 2011-2012, en particulier dans le Sahel, et le déficit céréalier est estimé à environ 3 millions de tonnes, faisant courir des risques d'insécurité alimentaire dans les pays les plus affectés. Sur cette question de sécurité alimentaire, un comité ad hoc a été mis en place par les autorités de l'Union. Pour la présente session, le CPM devra dégager d'autres mesures appropriées pour soutenir les économies de l'UMOA. Au cours de cette session, nous aurons à examiner le rapport sur la politique monétaire dans l'UMOA, élaboré par les services de la BCEAO comme à l'accoutumée. Ce rapport passe en revue l'évolution récente de la situation macroéconomique des États et réévalue les perspectives pour 2012. Il met à notre disposition des éléments de repère pour prendre les décisions qui conforteront la stabilité des prix et permettront à la politique monétaire de concourir à la réalisation des objectifs de croissance économique. Les conclusions des travaux du comité de politique monétaire sont attendues par les États membres. Cette session ordinaire est la première de l'année 2012. Autre rencontre ouverte ce matin à Dakar, cet atelier de formation sur le système d'information régional des marchés publics. Il constitue ce système une action prioritaire pour le processus de réforme des marchés publics dans l'espace UEMOA. Voyons maintenant les explications avec Louise Pizza. Des marchés publics. La réforme des marchés publics dans l'espace UEMOA s'inscrit dans le processus de modernisation de la gestion des finances publiques des États membres. Pour favoriser cette modernisation, la commission de l'UEMOA a mis en œuvre le programme régional de réforme des marchés publics de ces États. L'exécution de la première phase du dit programme a permis l'adoption en décembre 2005 de 2 directives communautaires sur les marchés publics qui constituent désormais le cadre communautaire de base pour l'harmonisation des systèmes de passation des marchés publics. Afin de soutenir les actions engagées par les États, l'UEMOA a œuvré pour la mise en place de la deuxième phase du programme de réforme des marchés publics avec une assistance technique et financière du Fonds africain de développement. Parmi les actions inscrites dans la deuxième phase du programme figure la mise en place du système d'information régional des marchés publics au sein de l'espace UEMOA. Ce système traduit la volonté des États membres de créer un marché commun de la commande publique ouvert à la concurrence pour les entreprises de la zone. Le système pour lequel nous lançons la formation ce matin n'est que le prélude à la dématérialisation complète des processus de passation des marchés publics dans l'Union. Le site web régional est en effet une base de données contenant toutes les informations relatives aux marchés publics au sein de l'espace communautaire UEMOA et permet d'une part la publication des plans de passation, des avis d'appel d'offres, des avis d'attribution, des contentieux communautaires et d'autre part la mise à disposition des données statistiques conformes aux principaux indicateurs de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE.
Ces objectifs ne peuvent être atteints sans la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. C'est pourquoi la mise en place de la plateforme de référence au niveau communautaire pour la publication des appels d'offres s'avère nécessaire. L'État du Sénégal, après la transposition des directives précitées dans notre droit interne, s'est immédiatement et résolument investi dans la mise en œuvre et l'utilisation de plus en plus marquée du système de gestion des marchés publics communément appelé SIGMAP, dont le portail des marchés est la face visible et constitue un support de communication. Cette formation portera sur plusieurs points parmi lesquels la présentation du système d'information régional des marchés publics, celle du site web régional et de ses différents outils de gestion. Et nous en venons maintenant à notre dossier sur les femmes. Le prétexte, c'est la célébration demain 8 mars de la Journée internationale de la femme. Et nous allons parler tout d'abord de Simone Ndao, autodidacte et mère de 14 enfants qui a choisi la terre comme gagne-pain. Son travail consiste à régénérer la mangrove. Âgée de 68 ans, elle a fait de son cheval de bataille le développement de Gandiol, localité située dans la région de Saint-Louis. Ibrahim Fall Junior. À 67 ans, Simone, comme l'appellent affectueusement les populations de Mambara dans la communauté rurale de Gandiol, est toujours en activité. Taquine et très joyeuse, elle n'en est pas moins modeste et très engagée dans la lutte pour le repeuplement de la mangrove, entreprise par le PJS, le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal, logé au ministère de l'Environnement. Native de Saint-Louis, Simone est venue rejoindre son mari à Mbambara en 1986. Depuis, elle s'est distinguée pour son combat pour le développement de sa localité. Avec l'arrivée du PJS dans le Gandiol, une réserve naturelle communautaire de 2000 hectares est créée. Simone, leader incontesté de sa communauté, patauge encore dans la vase pour regarnir la mangrove, source de richesse des populations. À force de travail et d'obstination, cela finit par payer. Simone invente la technique de rebasement de l'Avicennia, une espèce de mangrove qui pousse dans la zone. Méthode bi nit ñu ko jàngale mooy jox ñu doom yi pour ñu jikka man def mo méthode boobu plante bi déggoo ñoom doom bi ma jox mu ñëwee dama xool ma ne xale est-ce que su ma defoon lii boobu kooku c'est Dieu parce que moo ko dugal sama xel bokk ma kenn moo su ma ko gis fenn ñu buddi indi est-ce que lii boo ko defee ma def premier bi réussir deuxième bi ci la raccourcir les racines yaa nga ne jëlee nii ma ko jëlee su ma ko jëmbatee nii bon reen yi sax mënoon na fi gën gudd peut-être kii xale la eggagul foofu mais foog ma wàññi ko pour mu mën a jàpp bu baax ndax su ma ko wàññil su guddee du def continuation dafay faf dee léegi man su ma ko wàññee nii laa koy wàññee parce que bu njëkk dama ko doon jëmbat du ma ko wàññi ma gis jëlewu ma ci lu dul boo fi coono dindi yëpp sànni defaraat loolu laa doon bañ ba ma essayé yi ci kàttanu yàlla loo sonn njëriñ fekk la ci la ma yàlla dimbali su ma defee li ma liggéey gis nga damay wàññi mais damay moytu bi nga xam ne mooy xol bi. Jusque-là, l'Avicennia ne pouvait être reboisé qu'avec les graines. Simone a inventé la technique de reboisement par le raccourcissement des tiges. Aujourd'hui, la mangrove, la plus septentrionale sur la frange atlantique, est préservée grâce à l'encadrement des experts du PJS, mais surtout au leadership de Simone. Mère de 14 enfants, une équipe de foot comme elle aime à le dire. Ibrahim Fall Junior, elles sont nombreuses à se lever aux premières heures de la matinée pour aller au travail. Elles, ce sont les femmes de la banlieue de Dakar. Plusieurs d'entre elles ont fait de la vente de poissons leur métier, nous dit Ibrahim Ndong. À cette heure, les rues sont quasi désertes. Seuls quelques lève-tôt occupent encore les allées de la cité Icotaf. Dans les arrêts, des femmes à l'attente de moyens de transport. En ce moment, les cars sont à moitié remplis par des femmes. Leur particularité, elles sont toutes ou pour l'essentiel des vendeuses de poissons. Je suis vendeuse de poissons, ça fait maintenant plus de 15 ans. Je me lève à 4h30 pour venir acheter du poisson. Mon mari est trop vieux et j'ai 3 enfants à nourrir. Ça fait 32 ans que je vends du poisson. Je suis veuve depuis 14 ans et j'ai 5 enfants à nourrir. Tous les jours, je me bats pour cela. Pour ces femmes, une demi-heure suffit pour rallier leur lieu de travail. Nous sommes au marché central aux poissons de Pikine, terrain de prédilection de beaucoup de femmes marchandes.
Parmi elles, on retrouve aussi des vendeuses de petits déjeuners, preuve de la diversification de leurs activités. Je suis vendeuse de petits déjeuners au marché aux poissons. Je me lève à 4 heures du matin chaque jour et il arrive même que je sois en retard à cause des problèmes de voiture. La majorité de ces femmes habitent la banlieue dakaroise, pourtant considérée comme le ventre mou de l'insécurité à Dakar. Je suis venu accompagner ma mère qui va au travail. Elle vend du déjeuner. Bon, je l'accompagne le matin à 4 h du matin pour le problème d'insécurité. Des fois, elle rencontre des difficultés sur la route. J'habite à Yembol, Ben Barak. Je vends du poisson depuis près de 10 ans. Et nous devons être accompagnés parce qu'il y a ici l'insécurité. L'embouteillage qui règne ici à cette heure témoigne de la convoitise dont le marché fait l'objet. De ce marché, certaines femmes desservent plusieurs localités dans des conditions d'insécurité notoires, autrement dit au péril de leur vie. Le cancer du col de l'utérus, une maladie qui touche les femmes. La situation est alarmante au Sénégal parce que l'on ne pense pas souvent à se faire dépister. Pourtant, il existe dans notre pays des cytologistes ou des spécialistes capables de détecter les lésions du col de l'utérus. Ramatadem nous en dit un peu plus. C'est à l'Institut Julio-Curie à l'hôpital Aristide Le Dantec que sont prises en charge les personnes qui souffrent de cancer. Les patients viennent pour la plupart pour se faire consulter ou pour subir des séances de chimiothérapie hebdomadaires. Ce sont des produits chimiques qu'on envoie chez la maladie sous forme de perfusion dosée. On prend le poids et la taille du malade pour sa surface corporelle. Et le résultat de l'anatomopathologie, dans ce cas, s'il nécessite une chimiothérapie, on part avoir la consultation de chimiothérapie. Le médecin prescrit le protocole de chimio et l'ordonnance. En fait, à cette période qu'on reçoit la malade pour lui administrer sa dose de chimiothérapie. Des séances douloureuses pour les patients qui se sentent fatigués, qui vomissent des fois ou qui ont la diarrhée. Heureusement, grâce à un personnel compétent et disponible qui reste au chevet des patients et qui les accompagne dans leur souffrance, les patients arrivent à surmonter cette douleur. J'ai eu une grande sœur qui est morte de cette maladie à Saint-Louis. Pendant 3 mois. Ce fut très douloureux. C'est pourquoi, à chaque fois que je regarde ces malades, je pense beaucoup à ma sœur. En plus, j'ai perdu très tôt ma mère. Je me sens dans l'obligation de soutenir les malades. La chimio n'était pas aussi développée. C'est vraiment dur. En plus de la colposcopie, de la chimiothérapie, il existe à l'Institut Julio-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec la radiothérapie. Il faut signaler que depuis quelques années, des améliorations considérables sont à noter au niveau de l'Institut, surtout en ce qui concerne la prise en charge des patients, des traitements et avancées technologiques. Ramatadem, elles s'investissent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, les femmes, et vous allez le voir, c'est le cas du docteur Rokhaya Thiam-Ngom, pharmacienne de formation. Elle a sa propre structure depuis 14 ans et emploie aujourd'hui 17 personnes. La particularité de sa pharmacie, on y travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en cette veille du 8 mars, elle plaide pour l'engagement de toutes les femmes dans le travail. Son portrait, c'est avec Claire Diop. Elle est connue pour son engagement auprès des plus démunis. Après l'université de Dakar et celle de Paris 12 en France, cette diplômée est revenue au pays natal pour aider à sa construction. Dr Thiam, ou Toutane pour ses proches, s'est investi dans l'entrepreneuriat depuis plus de 14 ans. Ses domaines de compétences, l'officine, la santé publique et sociale. L'ambition est d'aider à redonner cette envie de vivre à certains, faire la promotion des jeunes diplômés en pharmacie et promouvoir l'auto-emploi. C'est prenant parce qu'on est à l'écoute des populations, on est à l'écoute des patients. On a une présence qui est nécessaire parce que c'est un exercice personnel qu'on doit faire. Et ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Et
aussi, nous sommes sollicités donc de partout. La pharmacienne dirige une équipe de 17 personnes. Sa structure fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24. On fait de l'orthopédie, on fait de la parapharmaceutique, on fait la pharmacie en elle-même aussi et on vend tous les produits qu'une pharmacie fait. Donc on fait même du maintien à domicile. Ici, à l'hôpital Aristide Le Dantec, Dr Thiam est un partenaire privilégié du service social. Elle s'est engagée pour un mieux-être des malades, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Non seulement elle nous donne du matériel, mais il nous donne de l'argent, l'équipe. Vraiment, si on rencontrait des gens comme Madame Gom, je ne dis pas que tous les Sénégalais seraient soignés, mais la plupart des indigents seront soignés. À la maison, c'est une mère de famille attentionnée. Pour ce 8 mars, journée internationale de la femme, elle a tenu à lancer un message fort à toutes les femmes. Qu'il faut toujours se battre dans la vie. Et un jour viendra. Un jour viendra. Donc, pour atteindre son but, pour justement avoir une meilleure situation. C'est ça. Il ne faut pas qu'elle se lasse. Il faut qu'elle garde toujours espoir. La pharmacienne a mis au monde 3 enfants. Aujourd'hui, Dr Thiam est une femme épanouie. Elle s'est lancée comme défi de travailler jour et nuit pour une meilleure santé des populations, surtout les plus défavorisées. Pour compléter, vous pourrez suivre juste après le journal un débat inscrit dans la série de magazines que nous vous proposons en direction du 8 mars. Et ce soir, Nafissatou Diouf reçoit Mesdames Dior Falso, magistrate, Fatou Kiné Diop, présidente de l'Observatoire national de la parité, et Awaba, sociologue chargé de programme à Osiwa, à suivre après ce journal. Voici encore d'autres communiqués qui nous viennent cette fois-ci du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. En vue du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à l'émission légale du service public de l'audiovisuel dite le journal de la campagne pour le second tour de la présidentielle de 2012, le CNRA invite les mandataires des candidats ainsi que la presse nationale et internationale à cette cérémonie prévue le jeudi 8 mars 2012 à 11h au siège de l'organe de régulation de l'audiovisuel pour l'assemblée du CNRA signé la présidente. Encore un autre communiqué en application des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 relative à la fixation du nombre, de la durée, des horaires ainsi que des modalités de réalisation de l'émission quotidienne de propagande électorale dite le journal de la campagne diffusée par le service public de l'audiovisuel réservé aux candidats pour le second tour de la présidentielle. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA invite les candidats à communiquer chacun à la RTS avec ampliation au CNRA une liste de 2 mandataires, un titulaire et un suppléant. Ces mandataires sont seuls habilités à remplir et à signer les fiches de montage des images filmées lors des meetings et autres manifestations couvertes par le service public de l'audiovisuel pour l'assemblée du CNRA signée la présidente. L'actualité hors de nos frontières à présent. En Libye, des chefs de tribus de l'Est ont déclaré hier l'autonomie de cette région pétrolière et c'est là où est née, pour rappel, la révolte qui a fait chuter Muammar Kadhafi. Un conseil intérimaire a été établi sous la direction du cousin de l'ancien roi, Idrissa Al-Senussi. Une Cyrénaïque autonome. Cette proclamation a été faite mardi au cours d'un congrès à Benghazi, réunissant quelques 3000 délégués. Les participants ont déclaré que cette région, berceau de la révolte contre Kadhafi, fait le choix du fédéralisme et ils ont nommé un conseil à la tête duquel se trouve un cousin de l'ancien roi Idriss Al-Senussi. Les chefs de tribus de l'Est qui ont déclaré l'autonomie reconnaissent toutefois l'autorité du CNT et assurent qu'ils n'ont aucune intention séparatiste. Avec le système fédéral, nous essayons d'empêcher la division de la Libye à travers une bonne méthode d'administration qui garantit leurs droits à toutes les régions avec une seule constitution.
Mais à Benghazi, de nombreux Libyens rejettent l'autonomie de la région. Ils ont manifesté hier contre le fédéralisme. Certains y voient une ruse de quelques familles riches qui ont prospéré sous la monarchie. Le pouvoir était alors concentré à l'est, alors qu'il a été transféré à Tripoli par Kadhafi. La réaction du chef du CNT à la proclamation d'autonomie de l'Est a été virulente. Hier, il a accusé certains pays arabes, sans les nommer, de soutenir ce qu'il appelle une sédition. Le CNT est d'avis que ce qui s'est passé aujourd'hui est une question grave et sérieuse. Une question qui affaiblit et menace notre intégrité nationale et notre unité. Une question qui est rejetée par notre honorable peuple. Pour empêcher toute autonomie de l'Est, Mustapha Abdel-Jalil se dit prêt à recourir à la force. Direction la France, où Nicolas Sarkozy annonce des conditions plus rigoureuses pour bénéficier du système de protection sociale pour les immigrés. Le candidat de l'UMP veut limiter l'immigration légale. Il l'a dit hier lors de son premier débat télévisé. Ces tests-là, il peut se marier. Non. C'est la proposition phare du candidat Sarkozy hier soir, réduire de moitié l'immigration légale. Je considère que pour relancer dans de bonnes conditions l'intégration, il faut diviser par 2 le nombre de gens que nous accueillons. Depuis 10 ans, le nombre d'étrangers entrés avec un titre de séjour est stable. Un peu plus de 181 000 en 2002, plus de 188 000 personnes en 2010. Premier motif d'entrée en France, l'immigration liée à la famille. Le regroupement familial concerne 15 000 personnes par an. Les mariages de Français avec des ressortissants étrangers, 50 000 personnes. C'est pour eux que Nicolas Sarkozy veut créer de nouvelles règles, avec des conditions de revenus et de logement, comme pour le regroupement familial. Une atteinte à un droit fondamental pour certaines associations. Et puis, si vous avez les moyens de vivre votre amour sur le territoire, vous le vivez. Si vous êtes pauvre, vous êtes condamné à l'exil amoureux ou à la déclinaison de la préférence nationale en matière amoureuse. Franchement, ce n'est pas très sérieux. Pour dissuader l'immigration légale, le candidat veut aussi un système de protection sociale plus dur à l'égard des étrangers. Pour bénéficier du RSA et du minimum vieillesse, un étranger en situation régulière devra justifier de 10 ans de présence sur le territoire et de 5 ans d'activité. Certains dénoncent un nouveau tour de vis. On vient simplement montrer sous un aspect négatif en disant, vous voyez tous ces étrangers qui nous pompent nos cotisations sociales, etc. On peut aussi penser les immigrés comme des gens qui travaillent, comme des gens qui payent des impôts. En 2007, le thème de l'immigration était au cœur du programme du candidat Sarkozy. Il revient aujourd'hui au premier plan. Aux États-Unis, je vous le disais en titre, Mitt Romney s'affiche comme le vainqueur d'une étape déterminante dans la course à l'investiture républicaine. Sur les 10 États mis en jeu, il en a remporté 6. Même s'il reste le plus modéré des candidats, sa victoire n'est pas encore assurée. Derrière le sourire, la déception qui pointe. Certes, Mitt Romney a remporté 6 États sur les 10 qui étaient en jeu lors des primaires républicaines du Super Mardi. Mais il n'a pas réussi à porter le coup fatal. Ses rivaux, Rick Santorum et Newt Gingrich, restent dans la course, même si c'est toujours lui le plus modéré des candidats qui fait figure de favori. Ce soir, nous faisons les comptes, nous comptons les délégués qui iront à la convention et ça s'annonce bien. Et nous comptons les jours qui nous séparent de novembre et ça s'annonce encore mieux. C'est l'ultra-conservateur Rick Santorum, le champion des chrétiens évangélistes, qui s'impose comme le principal challenger. Dans l'Ohio, un état clé, il ne s'est incliné que d'une courte tête, 37% contre 38% pour Romney. C'est un grand jour ce soir. Nous allons gagner quelques États. Nous allons en perdre quelques autres. On va décrocher quelques médailles d'or et beaucoup de médailles d'argent. Mitt Romney a une étiquette de modéré et c'est sans doute cela qui l'empêche de s'imposer dans les États conservateurs. Ces difficultés sont en tout cas révélatrices des profondes divisions du camp républicain. Les prochaines primaires auront lieu au Kansas, dans le Mississippi et l'Alabama, des États loin d'être acquis à Mitt Romney.
Et nous revenons à présent à l'actualité sénégalaise pour parler de la visite du directeur de l'environnement à Kaolack et Kaffrine. Partout, les discussions ont porté sur les résolutions et mesures des rencontres internationales tenues dernièrement sur les changements climatiques. Aussi, des doléances ont été posées, nous dit Djibidja. À Kaffrine et Kaolack, le directeur de l'environnement et les membres des différentes divisions de sa direction ont rencontré les acteurs à la base. Des rencontres dans le but de s'imprégner des difficultés que rencontrent les services régionaux dans la préservation de l'environnement et d'échanger avec eux sur les nouvelles dispositions issues des rencontres internationales sur les changements climatiques. Donner véritablement aux populations et aux collectivités locales, aux organisations de base et aux administrations de toutes ces régions, donc les informations de ce qui se passe aujourd'hui sur la négociation climat, quelles sont les opportunités et quelles sont les attentes du Sénégal. Préserver et protéger l'environnement reste le principal credo de ces antennes régionales. Seulement, ces tâches se heurtent au manque de moyens pouvant permettre une meilleure prise en charge des questions environnementales. Bien entendu, les doléances qui ont été posées liées aux questions de moyens seront remontées parce que, comme vous le savez, on a souvent évoqué la question des compétences transférées avec l'insuffisance des moyens donc liés à ces compétences-là. Nous veillerons à ce que le comité soit actif et que le comité soit vigilant, mais surtout que le comité puisse travailler très largement dans le cadre de la sensibilisation. La direction de l'environnement entend ainsi inciter la population à plus d'implication dans la protection de l'environnement et appelle les acteurs à saisir les opportunités de financement qu'offre le Fonds vert qui s'élève à 100 milliards de francs CFA par an de 2012 à 2020. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de la Direction générale des élections. Le directeur général des élections informe les électeurs qui n'avaient pas eu l'occasion de retirer leur carte avant le 26 février 2012 qu'une nouvelle période de distribution des cartes a lieu du 8 au 24 mars 2012. Il les invite à se rendre au niveau des commissions administratives munies de leur carte nationale d'identité numérisée et de leur récépissé. Il rappelle que les électeurs habitant les localités découpées doivent retirer leur nouvelle carte contre l'ancienne. En cas de perte du récépissé ou de l'ancienne carte, l'électeur concerné peut toujours se rendre à la commission et recevoir sa carte après une déclaration sur l'honneur. Les cas de perte de carte ne concernent que les électeurs des entités découpées et qui n'ont pas encore retiré leur nouvelle carte. Pour toute information complémentaire, s'adresser au préfet ou au sous-préfet. Le directeur général des élections exhorte les électeurs à éviter d'attendre le dernier moment pour se rendre au niveau des commissions. Dans l'actualité nationale toujours, la 34e édition de la Ziara annuelle de Feu Serigne Aliou Cissé, père de Feu Imam Al-Hassan Cissé, a vécu. Les thèmes débattus à l'occasion, le respect des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la solidarité. C'était sous la présidence du Khalif de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Jules Diop pour le compte rendu. Les disciples sont venus de partout pour assister à la ziara annuelle de Seydi Aliou Cissé. Il fut secrétaire particulier de Baye Niasse, père de feu Imam Hassan Cissé et de l'actuel imam de Médina. Baye Niasse disait du Cheikh que vous êtes le marabout de mes fils et de mes disciples, proches collaborateurs de Cheikh al-Islam. Seydi Aliou Cissé était un homme complet au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est le premier disciple de Cheikh Ibrahim Niasse radiallahu anhu qu'il a nommé, qu'il a cité dans son testament comme son premier calife. Et Cheikh Ibrahim lui-même a dit que toute personne qui sent un sentiment d'amour quand il voit le visage de Seydi Aliou Cissé, ou bien qui sue de son front pour servir Seydi Aliou Cissé, ne peut être qu'une personne à qui le paradis est voué. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, fils de Baye Niasse, par ailleurs calife de Médina, est revenu sur les recommandations du Cheikh, quelqu'un à qui Baye Niasse vouait un respect particulier. Il était un homme de Dieu de dimension exceptionnelle. Et le rôle que son fils Seydi Hassan Aliou Cissé a joué aussi dans la diaspora, notamment aux États-Unis, aux Caraïbes ou bien en Europe et en Asie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que lors de la ziara de Seydi Aliou Cissé, nous rencontrons des Américains, des gens qui nous viennent de Londres ou bien qui nous viennent des îles Caraïbes. Tout cela explique
quand même le caractère international de l'appel de Cheikh al-Islam Al-Hadji Ibrahima Niass, et aussi ça nous rappelle le rôle important que Seydi Aliou Cissé a joué dans cette communauté. Pour cette 34e édition qui intervient en période électorale, l'imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé invite les musulmans de toute obédience à formuler des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde entier. Musique dans ce journal avec le marché qui s'enrichit d'un nouvel album. L'auteur Khadim Tal rend hommage à travers la cassette à ses frères de sang, les bijoutiers. L'album comporte 6 titres, nous dit Maman Moussagna. Mince et lancé, de teint noir, l'artiste bijoutier fait depuis 1998 son bonhomme de chemin. Cherna Burungalam, c'est son nom d'artiste. De son vrai nom, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Tal a été piqué par le virus dès le bas âge, alors qu'il était apprenti bijoutier. Je suis né dans une famille caste de bijoutiers. Bon, donc moi je suis bijoutier avant d'être artiste chanteur. Je suis artisan bijoutier et alhamdulillah. Né à Saint-Louis du Sénégal, Khadim Tal est originaire du Kadior. Depuis une quinzaine d'années, il s'exerce à la musique. Après un premier album intitulé Nortel, le second vient confirmer son talent de musicien plein d'ambition. Tout début est difficile. Bof. Avant de connaître tout le monde, il faut faire comme tout le monde, comme vous le savez. Et bon, du coup, alhamdulillah, mais on est toujours dedans et on essaye de vraiment bien persévérer et tout quoi. Moi j'ai un groupe qui est à Saint-Louis, alhamdulillah, ils m'ont toujours soutenu, ils sont toujours avec moi et je remercie tout le monde vraiment et toute la population saint-louisienne aussi. Ils m'ont beaucoup soutenu. Nyenyo Balamanse, c'est le titre de l'album. Avec son groupe, Khadim Tal l'a conçu. Dans cette cassette figurent des titres comme Begel ou Sañ Sañ. J'ai chanté ce morceau pour satisfaire vraiment les bijoutiers et pour les mêler vraiment. C'est pourquoi j'ai chanté Balamanse. Et il y a un morceau aussi qui s'appelle Begel. Il y a un autre morceau aussi qui s'appelle Sañ Sañ. J'ai expliqué pas mal de détails sur la chanson parce que je parle des méfaits et tout, qui parle aussi de la société sénégalaise comme vous le savez. Khadim Tal compte à son actif plusieurs clips. Son vœu le plus cher, se hisser au sommet parmi les grands de la musique sénégalaise. Et nous en venons au sport maintenant. 5e journée du championnat national de football Ligue 1. L'US Gorée s'est imposé hier au stade Demba Diop devant la Linguère de Saint-Louis. Le score est sans appel, 4-2. Et grâce à cette victoire, les insulaires gagnent quelques places au classement. Résumé de El Hadj Thierno Dramé. Il aura été l'homme le plus en vue de la rencontre. Alassane Diallo, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a été le détonateur de l'armada offensive goréenne. Les insulaires n'ont pas fait de détails devant des Sambalingués en panne d'inspiration. Et dès la 33e minute, Alassane Diallo déborde sur le flanc droit, élimine son adversaire et sert un caviar à Abdou Karim Sané pour l'ouverture du score. En confiance, les Goréens maintiennent la pression et quelques minutes avant la mi-temps, corsent l'addition grâce à Mamadou Niang. Les Sambalingués vont tout de même réduire le score 2 minutes après. Lamine Ibrahima Ndiaye transforme un beau coup franc à l'entrée de la surface. 2-1 à la mi-temps, mais à la reprise, la Linguère n'a guère de temps de se remettre dans le jeu. Alassane Diallo commence son show. Il signe un doublé en 2 minutes pour les 3e et 4e buts goréens. L'attaquant international de l'US Gorée grâce à ce doublé, mais définitivement les insulaires à l'abri d'un retour des Sambalingués. Ces derniers parviendront tout de même à réduire le score. Un deuxième but de Lamine Ibrahima Ndiaye qui lui aussi signe un doublé. 4-2 à l'issue du temps réglementaire. Gorée remonte à la 4e place de la poule A. Quant à la Linguère, elle reste figée à la 6e place. En football toujours, 2-0, c'est le score entre l'AS Pikine et Niary Tally. Les protégés de Moustapha Seck sont désormais 2e derrière le Jaraaf. Un match avec 3 cartons rouges récoltés par Niary Tally, nous dit Ibrahima Ndong. Après un début de match poussif marqué par une légère domination des tricolores de Niary Tally, la véritable occasion interviendra sur ce coup franc. Il a fallu attendre la 33e minute de jeu pour assister à l'ouverture du score.
longue passe du milieu de terrain trouve l'attaquant de Pikine Cheikh Tidiane Diagne qui surprend le portier de Niary Tally. Le match sera interrompu pendant quelques minutes pour cause d'incident. Aliou Cissé est expulsé sur fond de contestation. Il sera suivi coup sur coup de Amadou Badiane et de Djibi Diaw Terera. L'AS Pikine profitera de sa supériorité numérique pour corser le score par l'intermédiaire de El Hadji Adama Mbaye. Il fallait jouer ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application pour recoller au peloton de tête. Donc on a eu à perdre un match contre le Jaraaf, un match qui nous a permis, avec le match contre le TP Mazembe, de rectifier beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné, même si les nouvelles recrues n'avaient pas pu quand même intégrer totalement le groupe, donc il fallait ensemble travailler dans ce sens pour permettre au moins à l'équipe de retrouver le mental qu'elle avait l'année dernière. Le match ne méritait pas de se passer ainsi. 3 cartons rouges sur un match. Quelle que soit la situation, je pense que l'arbitre devait être un peu psychologue pour gérer l'état d'esprit des joueurs. Mais il a préféré donner des cartons rouges. C'est surtout dû à, je pense bien, l'infériorité numérique. -3, c'est pas évident. Mais malgré ça, j'ai demandé aux joueurs à la mi-temps de se calmer. Parce que c'est des faits de jeu qui font partie du jeu. C'est pas parce qu'on a pris un carton rouge qu'on doit continuer à s'énerver. Encensé par son public venu nombreux pour la circonstance, l'équipe fagnon de la banlieue prend la sérieuse option de se défaire de Niary Tally. Les protégés de Moustapha Seck prennent du coup la deuxième place de cette 5e journée de la Ligue 1 derrière le Jaraaf. Ce rappel avant de nous quitter, vous pourrez suivre juste après le journal un débat inscrit dans la série de magazines que nous vous proposons en direction du 8 mars. Ce soir, Nafissatou Diouf reçoit Mesdames Dior Falso, magistrate, Fatou Kiné Diop, présidente de l'Observatoire national de la parité, et Awaba, sociologue chargé de programme à Osiwa. Voilà, c'est la fin de ce journal maintenant. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Aïssatou François Seck. Merci de votre fidélité. Bonsoir.